Dès les premières heures de la journée, une tension sourde plane sur l'institut. Rien n'est encore visible, rien n'a encore éclaté, et pourtant, tout semble déjà fragile, comme si chaque regard, chaque silence contenait une menace prête à surgir. Anaïs le sent. Elle avance dans les couloirs avec cette sensation familière d'étouffement, celle qui apparaît quand les décisions prises avec le cœur commencent à peser plus lourd que prévu. Dans la cuisine, elle se confie à Milan, sans détour, mais avec une fatigue qu'elle ne cherche même plus à masquer. Elle lui explique qu'elle ne peut pas dénoncer Billy. Pas maintenant, pas comme ça. Elle sait parfaitement ce que cela impliquerait, une exclusion immédiate du master, une carrière brisée avant même d'avoir commencé. Pour Anaïs, ce serait une injustice irréversible. Elle préfère assumer le mensonge, encaisser les conséquences, plutôt que de sacrifier une élève qu'elle estime profondément. Milan l'écoute, inquiet. Il comprend son raisonnement, mais il perçoit aussi ce que cette décision est en train de lui coûter. Anaïs n'est plus seulement une chef sous pression, elle est devenue le rempart fragile entre une vérité explosive et une institution prête à sanctionner sans nuance. Il sent que cette position est dangereuse, surtout quand les soupçons de Jeanne et d'Andrea se font de plus en plus insistants. Billy ne tarde pas à apparaître, comme si elle pressentait que son nom était encore une fois au centre de toutes les discussions. Contrairement à Anaïs, elle ne montre aucun signe de doute. Son regard est dur, déterminé, presque fermé. Elle assume pleinement ce qu'elle a fait. La voiture de Valdine, c'est elle. Et elle ne regrette rien. Dans sa tête, Romain Valdine n'est pas une victime. C'est un homme protégé, glorifié, alors que d'autres portent le poids de ses actes en silence. Face à Milan, Billy se veut presque rassurante. Elle lui affirme qu'elle ne fera rien contre lui. Pas par peur, mais par respect. Il reste entre eux une trace d'amitié, fragile, abîmée, mais encore vivante. Pourtant, cette promesse n'apaise pas Milan. Il connaît Billy. Il sait que quand la colère se mélange à un sentiment d'injustice, elle peut devenir imprévisible. Et il redoute que cette affaire ne soit loin d'être terminée. Pendant ce temps, ailleurs dans l'institut, Zoé est en train de perdre pied. Les demandes s'accumulent sans lui laisser le moindre répit. Lionel lui demande d'emmener Inès à l'école, puis de le remplacer au comptoir de Jude, en lui jurant que ce sera la dernière fois. Zoé accepte, comme toujours, mais quelque chose se fissure. Elle sent qu'elle n'a plus d'espace pour respirer, plus de marge pour l'erreur. À cette pression quotidienne s'ajoute l'angoisse de son évaluation. Elle travaille sur un plat terre-mer qu'elle n'arrive plus à regarder avec lucidité. Carla tente de l'aider, mais son verdict tombe, brutal, les propositions ne tiennent pas la route. Tout est à refaire. Stanislas, consulté à son tour, confirme sans détour. Ce n'est pas bon. Zoé encaisse, mais intérieurement, elle s'effondre. Elle comprend qu'une nuit blanche l'attend, et surtout, qu'elle doute désormais de ses propres capacités. Dans cette même atmosphère tendue, les cours se poursuivent, et même là, la concentration n'est plus au rendez-vous. Joséphine, distraite, les yeux happés par Lou, commet une erreur grave. Gaspard est brûlé. La blessure est sérieuse, et l'intervention de Constance met en lumière un problème plus large. Ses élèves brillants manquent cruellement de base en premier secours. Pour elle, ils deviennent presque des dangers ambulants, emportés par la pression et l'inattention. À mesure que la journée avance, les signes de déséquilibre se multiplient. Rien n'est encore spectaculaire, rien n'a encore explosé. Mais partout, la fatigue, la colère et les non-dits s'accumulent. Et sans que personne ne le sache encore, cette accumulation silencieuse est en train de préparer le terrain d'un effondrement bien plus violent. À ce moment-là, personne ne se doute que la soirée qui approche, censée célébrer l'excellence, va devenir le théâtre d'un chaos impossible à contenir. À mesure que la journée avance, Anaïs sent son corps lui envoyer des signaux qu'elle refuse d'écouter. La fatigue ne se limite plus à une simple lassitude physique, elle s'installe dans sa poitrine, dans sa respiration, comme si chaque décision prise depuis le matin avait laissé une trace invisible. Elle continue pourtant d'avancer, portée par cette idée fixe, tenir jusqu'au bout, ne rien laisser transparaître, surtout pas aujourd'hui. La pression s'accentue encore lorsqu'une nouvelle contrainte tombe. Milan lui annonce qu'ils font face à une pénurie de truffes blanches. Une absence qui, dans un autre contexte, aurait pu sembler gérable. Mais pas ce soir. Pas pour un menu pensé dans les moindres détails, construit autour d'une identité précise. Anaïs refuse immédiatement l'idée de remplacer la truffe blanche par de la noire. Pour elle, ce serait trahir l'esprit même du menu, renoncer à l'exigence qu'elle s'est imposée. Milan, pragmatique, cherche une solution. Il ne dramatise pas, mais il sait que la moindre faille pourrait devenir fatale lors d'un événement aussi exposé. Il finit par trouver un fournisseur prêt à faire un détour pour livrer la précieuse truffe à mi-chemin.
Une solution fragile, presque improvisée, mais suffisante pour maintenir l'illusion du contrôle. Anaïs acquiesce, soulagée en apparence, même si, au fond d'elle, l'accumulation des imprévus commence à peser dangereusement. Dans un autre espace, Zoé est désormais complètement dépassée. La fatigue a pris le dessus sur toute forme de lucidité. Elle se sent incapable de hiérarchiser, incapable de faire des choix clairs. Chaque critique reçue sur son travail résonne comme une confirmation de ses pires doutes. Elle s'en veut de ne pas être à la hauteur, de ne pas savoir dire non, de s'être laissée entraîner dans une spirale où tout semble lui échapper. Lorsque Solal tente de lui apporter un peu de réconfort, Zoé n'arrive même plus à formuler ce qu'elle ressent. Les mots se bousculent dans sa tête, mais aucun ne semble assez juste pour traduire ce mélange de colère, de découragement et de honte. Elle se referme, persuadée qu'elle doit affronter cette épreuve seule, quitte à s'épuiser totalement. Pendant ce temps, Billy traverse l'institut avec une détermination froide. Elle sait que son secret ne tiendra pas éternellement, mais elle refuse de reculer. Se confier à Ferdinand a été un acte presque instinctif, un besoin vital de déposer quelque part le poids de sa colère. Face à lui, elle a pu dire tout haut ce que personne ne veut entendre. Elle ne supporte plus de voir Romain Valdine présenté comme une figure admirable, alors que son propre vécu reste ignoré. Le soutien discret de Ferdinand lui apporte un répit inattendu. Il ne cherche pas à la juger ni à la raisonner. Il écoute, simplement, et cette écoute devient pour Billy un ancrage précieux dans une journée où tout menace de déraper. Pourtant, même ce moment de calme ne suffit pas à dissiper la tension qui l'habite. Elle sait que quelque chose approche, sans parvenir à identifier quoi. À l'approche de la soirée, l'institut commence à changer de visage. Les élèves et les équipes se préparent, les tenues se soignent, les gestes deviennent plus mécaniques, comme si chacun cherchait à se conformer à une image attendue. Derrière cette façade élégante, les nerfs sont à vif. Anaïs, en particulier, sent son cœur s'accélérer à mesure que l'événement se rapproche. Elle croise Valdine brièvement, sans échanger un mot. Leur regard suffit à raviver une tension sourde. Il s'impose, sûr de lui, occupant l'espace comme s'il en était le propriétaire naturel. Anaïs se force à rester professionnelle, mais intérieurement, quelque chose se serre. Elle a l'impression d'être prise au piège d'une mise en scène où elle n'a plus aucun contrôle. À ce stade, personne ne parle encore de catastrophe. Tout semble encore tenir, par habitude, par discipline, par orgueil aussi. Mais sous cette surface maîtrisée, les fissures sont là. Elles se multiplient, discrètes mais profondes, annonçant un basculement que plus personne ne pourra arrêter. Dans le même temps, alors que les lumières s'apprêtent à s'allumer et que les invités commencent à affluer, Anaïs ignore que son corps, déjà fragilisé, est sur le point de lâcher face à une violence qu'elle n'a pas vue venir. La soirée débute sous les apparences les plus maîtrisées. À l'hôtel Jourdain, tout a été pensé pour impressionner. Les lumières sont soigneusement réglées, les tables alignées avec une précision presque clinique, et un mur photo trône à l'entrée, invitant chacun à afficher un sourire irréprochable. L'événement se veut prestigieux, irréprochable, à l'image de l'excellence qu'il prétend célébrer. Anaïs arrive sur place avec un nœud serré dans l'estomac. Elle est impeccable en apparence, mais intérieurement, chaque pas lui demande un effort. Elle observe la salle, les invités, les visages familiers et inconnus qui se mêlent, tous venus admirer un travail dont elle ne sait plus très bien si elle peut encore être fière. Milan, à ses côtés, tente de rester attentif à tout. Le service, les équipes, les moindres détails susceptibles de déraper. Très vite, Anaïs se retrouve face à Valdine. Il s'impose sans la moindre hésitation, exigeant presque une photo à ses côtés devant le mur officiel. Elle n'a pas vraiment le choix. Le sourire qu'elle affiche alors est tendu, presque douloureux, mais personne ne semble le remarquer. Pour les photographes, pour les invités, l'image est parfaite. Deux chefs réunis, symbole d'une collaboration réussie. La réalité, elle, est bien plus trouble. En coulisses, Bianca et Milan assurent le service avec un professionnalisme irréprochable. Les plats s'enchaînent, les gestes sont précis, presque mécaniques. Chacun sait que la moindre erreur serait immédiatement remarquée. Andrea, attentive, observe le travail accompli et reconnaît à demi-mot qu'Anaïs a fait du bon travail. Un compliment discret, presque trop tardif, qui n'apaise pourtant pas la chef. Pendant ce temps, Zoé n'est pas là. Elle est physiquement absente de cette soirée, mais mentalement, elle est loin d'être au repos. Apprenant par Solal que Lionel a préféré partir faire du paintball plutôt que de l'aider, elle sent une colère sourde l'envahir. Cette information agit comme une goutte de trop. Elle se sent abandonnée, ridicule d'avoir cru qu'elle pouvait compter sur lui. Ses idées lui semblent soudain inutiles, médiocres, et l'évaluation qu'elle doit rendre prend des allures de montagne infranchissables.
Dans la salle, la cérémonie commence officiellement. Storek prend la parole, introduit la remise des prix, et l'atmosphère devient plus solennelle. Les conversations se taisent peu à peu, remplacées par une attention presque respectueuse. Puis vient le moment central, la parole est donnée à Romain Valdine. Surnommé « le sale gosse », il s'avance avec assurance, habitué à ce type d'exposition. Valdine évoque une année compliquée, marquée par des épreuves, des défis, des remises en question. Son discours est calibré, habilement construit pour susciter l'admiration et l'empathie. Dans la salle, certains acquiescent, d'autres applaudissent déjà, séduits par cette image de chef visionnaire qui aurait tout surmonté. Anaïs, elle, reste figée. Chaque mot résonne en elle comme une dissonance. Elle sent son souffle se raccourcir. Ce qu'elle entend contraste violemment avec tout ce qu'elle sait, tout ce qu'elle a vu, tout ce qui reste tu. Son corps réagit avant même qu'elle ne puisse analyser ce malaise. Une chaleur étrange monte, une pression derrière les tempes, comme si quelque chose cherchait à s'échapper. Autour d'elle, personne ne semble remarquer son trouble. Les regards sont braqués sur la scène, sur Valdine, sur l'écran qui diffuse les images officielles de la cérémonie. Tout est encore sous contrôle, en apparence. Mais Anaïs commence à se sentir étrangère à cette salle, comme si elle n'en faisait plus vraiment partie. Milan la surveille du coin de l'œil. Il perçoit ce changement subtil, cette rigidité nouvelle dans sa posture. Il s'approche légèrement, prêt à intervenir si nécessaire, sans pour autant créer d'agitation. Pour l'instant, il n'y a rien de visible, rien qui justifierait une interruption. Juste une tension, diffuse, inquiétante. À cet instant précis, personne ne sait encore que la soirée est sur le point de basculer. Les applaudissements retentissent, les lumières se renforcent, et l'écran derrière Valdine devient le centre de toutes les attentions. Anaïs, elle, sent que quelque chose approche, sans pouvoir mettre de mots dessus. Et c'est précisément lorsque tout semble le plus maîtrisé que la violence de ce qui va suivre s'apprête à frapper, brutale, impossible à contenir. Tout se produit en quelques secondes, mais l'impression est celle d'un temps qui se dilate brutalement. Alors que Valdine poursuit son discours, l'écran derrière lui vacille imperceptiblement. Personne n'y prête attention au départ. Puis l'image change, sans transition, sans avertissement. Une photographie de Valdine apparaît, figée, brutale. Et juste à côté, un mot. Un seul. Agresseur ? Un murmure traverse la salle, d'abord hésitant, puis de plus en plus dense. Certains croient à une erreur technique, d'autres à une provocation mal maîtrisée. Mais avant que quiconque n'ait le temps de réagir, des sons stridents éclatent. Des bruits agressifs, insupportables, qui déchirent l'air et s'enfoncent dans les tympans comme des lames. Anaïs se fige. Le monde autour d'elle se déforme instantanément. Les lumières deviennent trop fortes, les visages flous, les sons décuplés. Elle tente de respirer, mais l'air semble manquer. Son cœur s'emballe, cogne contre sa poitrine avec une violence qu'elle ne reconnaît pas. Elle sent ses jambes céder, son corps trahir tout ce qu'elle a tenté de contenir depuis des heures, des jours, peut-être même des semaines. Milan comprend immédiatement que quelque chose ne va pas. Il voit le regard d'Anaïs se perdre, sa main chercher un appui inexistant. Il fait un pas vers elle, mais c'est déjà trop tard. Anaïs s'effondre, littéralement, au milieu de la salle encore sous le choc de ce qui vient de se produire. La panique s'installe en cascade. Certains invités reculent, d'autres se lèvent brusquement, des voix s'élèvent sans coordination. Valdine lui-même reste figé, incapable de réagir, comme si la scène lui échappait totalement. Le prestige de la cérémonie se dissout en quelques secondes, remplacé par un chaos incontrôlable. Milan se précipite vers Anaïs. Il s'agenouille près d'elle, tente de lui parler, de capter son regard, mais elle ne répond pas. Son corps est là, mais son esprit semble ailleurs, prisonnier d'une violence sensorielle qu'elle ne parvient pas à fuir. Milan sent la peur monter, une peur froide, lucide. Ce n'est pas un simple malaise. Sans hésiter, il se relève et élève la voix. Il demande qu'on appelle les pompiers. Pas plus tard. Pas, on va voir. Maintenant. Son ton ne laisse aucune place à la discussion. À cet instant, il n'y a plus de cérémonie, plus de protocole, plus d'images à préserver. Il n'y a qu'Anaïs, étendue au sol, et l'urgence absolue de la situation. Autour d'eux, le personnel tente de reprendre le contrôle, mais l'atmosphère est irrémédiablement brisée. Les sons stridents cessent enfin, laissant derrière eux un silence pesant, presque irréel. L'écran est coupé, mais l'impact, lui, reste gravé dans chaque regard. Anaïs reprend difficilement conscience, par bribes. Elle perçoit des voix lointaines, sent une main sur son épaule, une autre qui tente de la rassurer. Mais son corps refuse encore d'obéir. Chaque respiration est un effort, chaque seconde une lutte contre une angoisse qui refuse de s'apaiser.
Milan reste près d'elle, immobile, concentré, tentant de masquer sa propre panique pour ne pas aggraver la sienne. Il sait que cet effondrement n'est pas un hasard. C'est le point de rupture d'une accumulation trop lourde, trop violente. Et surtout, il sait que cette soirée laissera des traces bien au-delà de ce qui vient de se produire sous les yeux des invités. Pendant ce temps, dans l'ombre du chaos, une question silencieuse commence à circuler dans les esprits. Ce qui vient de se passer n'est pas un simple incident technique. Quelqu'un a voulu frapper fort, humilier, dénoncer, et utiliser cet instant précis pour le faire. Alors que les secours sont en route, la salle Excellence Palace n'est plus qu'un lieu vidé de son sens initial. Ce qui devait célébrer la réussite est devenu le théâtre d'une chute publique, violente, irréversible. Et tandis qu'Anaïs est prise en charge, chacun comprend que les conséquences de cette soirée ne font que commencer. L'arrivée des secours agit comme une frontière nette entre l'avant et l'après. En quelques minutes, l'hôtel Jourdain se transforme en un espace médicalisé, froid, fonctionnel, où les regards curieux n'ont plus leur place. Les invités sont progressivement écartés, le personnel tente de canaliser les mouvements, mais le mal est fait. L'élégance de la soirée n'est plus qu'un souvenir lointain. Anaïs est allongée, encore sonnée, la respiration irrégulière. Les voix autour d'elle sont floues, comme étouffées par une couche invisible. Elle sent qu'on lui parle, qu'on lui demande de rester consciente, mais chaque mot semble arriver avec un temps de retard. Son corps tremble malgré elle, incapable de retrouver un rythme stable. La crise n'est pas seulement physique, elle est le résultat d'une accumulation trop lourde pour être contenue plus longtemps. Milan ne la quitte pas. Il reste à proximité, vigilant, presque figé dans un rôle qu'il n'a pas choisi mais qu'il assume pleinement. Il répond aux questions, explique ce qu'il a vu, ce qu'il a compris, tout en gardant un œil constant sur Anaïs. Il culpabilise silencieusement. Il se demande s'il aurait dû voir venir ce point de rupture, s'il aurait pu l'éviter. Mais au fond, il sait que ce qui s'est joué ce soir dépasse largement un simple enchaînement de circonstances. Autour d'eux, les réactions sont contrastées. Certains sont encore sous le choc de l'image projetée, incapables de comprendre comment un tel message a pu s'afficher en plein cœur d'une cérémonie officielle. D'autres ne parlent déjà plus que de ça, murmurant, interprétant, cherchant un responsable. La question n'est plus seulement celle de l'état d'Anaïs, mais aussi celle de l'intention derrière cet acte. Valdine, lui, a quitté la scène sans un mot. Son discours s'est arrêté net, brisé par l'irruption de cette accusation publique. Il laisse derrière lui une image fissurée, et surtout une salle pleine de doutes. Pour la première fois, le personnage sûr de lui semble avoir perdu le contrôle de la narration. Et même si rien n'est dit à voix haute, chacun sent que ce qui a été projeté ne pourra pas être effacé d'un simple geste. À l'écart, Billy apprend ce qui s'est passé. La nouvelle la frappe de plein fouet. Elle comprend immédiatement que ce chaos n'est pas anodin. Elle ne sait pas qui est derrière cette action, mais elle ressent une angoisse sourde, celle d'avoir contribué, indirectement, à un engrenage qui échappe désormais à tout le monde. Elle pense à Anaïs, à la protection qu'elle lui a offerte, et une culpabilité diffuse commence à s'installer. Pendant ce temps, loin de l'hôtel, Zoé est toujours enfermée dans son propre tunnel. Solal et Inès tentent de lui parler, de la rassurer, mais elle n'entend presque rien. L'annonce que Lionel est parti s'amuser au lieu de la soutenir agit comme une confirmation brutale de son sentiment d'abandon. Elle regarde ses notes, ses idées, et tout lui paraît inutile. Elle est convaincue qu'elle va droit dans le mur, sans personne pour la rattraper. Quand Anaïs est finalement évacuée, un silence pesant s'abat sur ce qu'il reste de la soirée. Les invités quittent les lieux, les équipes rangent mécaniquement, comme pour effacer les traces visibles du drame. Mais rien ne peut effacer ce qui s'est imprimé dans les esprits. Cette cérémonie, censée célébrer l'excellence, restera associée à une chute brutale, à une accusation lancée en pleine lumière, et à l'effondrement d'une chef à bout de force. Milan regarde la salle se vider, conscient que rien ne sera plus comme avant. Il sait que les jours à venir seront marqués par des questions, des tensions, et des choix difficiles. Quant à Anaïs, alors que le véhicule de secours s'éloigne, elle ferme les yeux, épuisée, sans savoir que cette soirée va continuer de la poursuivre bien après la fin des sirènes. Et tandis que chacun tente de reprendre pied, une certitude s'impose, ce qui s'est joué ce soir ne s'arrêtera pas à cet effondrement. Les conséquences ne font que commencer. La nuit est retombée sur l'institut, mais le calme n'est qu'une illusion. Derrière les murs silencieux, les esprits sont encore en ébullition. Ce qui s'est produit lors de la cérémonie continue de résonner, comme une onde de choc qui refuse de s'éteindre. Chacun tente de reprendre le fil de sa réalité, mais plus personne n'avance avec la même certitude qu'avant.
À l'hôpital, Anaïs est enfin stabilisée. Son corps a cessé de trembler, mais son regard reste marqué par une fatigue profonde, presque ancienne. Elle se souvient par fragments, la lumière trop vive, le mot projeté sur l'écran, le bruit qui l'a transpercé. Elle n'arrive pas encore à mettre de l'ordre dans ses souvenirs, mais une chose est claire, quelque chose s'est brisé en elle. Ce n'est pas seulement une crise d'angoisse, c'est un signal d'alarme que son corps a déclenché malgré elle. Milan est toujours là, assis non loin, épuisé mais incapable de partir. Il repasse la soirée en boucle, cherchant un détail qu'il aurait pu anticiper. Il se demande si la pression qu'ils ont subie, les choix qu'ils ont faits, ont contribué à ce point de rupture. Il sait que la culpabilité n'aide pas, mais il ne peut s'empêcher de penser qu'Anaïs a porté trop longtemps un poids qui ne lui appartenait pas entièrement. À l'institut, les discussions commencent déjà. Les rumeurs circulent, parfois à voix basse, parfois sans aucune retenue. Qui a organisé cette projection ? Comment un tel message a-t-il pu apparaître sans être détecté ? Était-ce un acte isolé ou le début de quelque chose de plus grave ? Les regards se tournent instinctivement vers Billy, puis s'en détournent aussitôt, faute de preuves. Le doute s'installe, corrosif. Billy, justement, vit cette nuit comme une traversée solitaire. Elle n'ose pas dormir. Chaque image de la soirée la renvoie à Anaïs, à cette protection qu'elle lui a offerte, à ce mensonge assumé pour la préserver. Elle se demande si son silence, sa colère, ses actes passés ont ouvert la porte à ce chaos. Elle ne se sent pas coupable de ce qu'elle a fait à Valdine, mais elle commence à mesurer les dégâts collatéraux de cette affaire. Ferdinand tente de la joindre, inquiet. Il sent que Billy s'enferme dans une spirale dangereuse. Il voudrait lui rappeler qu'elle n'est pas seule, que tout ne repose pas sur ses épaules. Mais Billy ne répond pas. Elle a besoin de comprendre, d'anticiper, de se préparer à ce qui pourrait suivre. Elle sait désormais que la vérité, même tue, finit toujours par provoquer des secousses violentes. Pendant ce temps, Zoé n'a toujours pas retrouvé le sommeil. Les heures passent, et son travail reste éparpillé devant elle, sans cohérence. La fatigue a brouillé ses idées, et l'amertume envers Lionel s'est transformée en une colère plus froide, plus lucide. Elle comprend qu'elle ne peut plus continuer à tout accepter sans se protéger. Cette soirée, même vécue à distance, agit comme un révélateur brutal. Elle ne peut pas continuer à s'oublier sans en payer le prix. À l'institut, l'administration commence à mesurer l'ampleur du scandale. L'image de l'école est touchée, la cérémonie Excellence Palace a viré au désastre, et les questions extérieures ne tarderont pas à tomber. Ce qui devait être une vitrine devient une faille béante. Chacun sait que des décisions devront être prises, et que certaines vérités, longtemps repoussées, risquent de refaire surface. Anaïs, encore affaiblie, ferme les yeux un instant. Elle n'a pas encore la force de penser à l'après, aux conséquences professionnelles, aux tensions à venir. Mais au fond d'elle, une certitude commence à émerger lentement, elle ne pourra plus continuer comme avant. Ce qui s'est produit n'est pas un accident isolé. C'est le résultat d'un système, de silences accumulés, de pressions normalisées. Et tandis que la nuit avance, une question hante désormais tous les esprits. Qui a voulu frapper ainsi, et surtout, jusqu'où cette affaire est-elle prête à aller ? Le lendemain s'installe dans une atmosphère étrange, presque irréelle. À l'institut, tout semble identique en surface, mais quelque chose a changé. Les regards sont plus appuyés, les silences plus longs. Chacun avance avec prudence, comme si le sol pouvait encore se dérober à tout moment. La cérémonie Excellence Palace n'est déjà plus un simple souvenir, elle est devenue un point de bascule. Anaïs est encore absente. Son absence se ressent partout, dans les cuisines comme dans les couloirs. Ceux qui l'ont vue s'effondrer la veille n'arrivent pas à chasser l'image de leur esprit. Pour beaucoup, ce malaise brutal agit comme un électrochoc. Ce n'était pas une faiblesse, ni un accident anodin, mais l'expression visible d'une pression devenue insoutenable. Certains commencent à se demander jusqu'où l'Institut peut continuer à exiger sans jamais protéger. Milan, lui, revient avec un poids supplémentaire sur les épaules. Il tente de reprendre ses fonctions, mais son esprit est ailleurs. Il pense à Anaïs, à ce qu'elle a encaissé en silence, à ce qu'il n'a pas su voir à temps. La colère qu'il ressent n'est pas tournée vers une personne précise, mais contre une situation globale, un engrenage qui broie sans prévenir. Il sait qu'il devra faire des choix, peut-être s'opposer, là où auparavant il composait. Billy observe tout de loin. Elle sent que quelque chose se referme autour d'elle. Même si personne ne l'accuse ouvertement, le malaise est palpable. Elle comprend que la vérité qu'elle porte, qu'elle assume, continue de produire des ondes de choc, même sans être prononcée. La protection d'Anaïs prend désormais une autre dimension. Ce n'est plus seulement un mensonge, c'est un fardeau partagé, lourd de conséquences.
Zoé arrive épuisée, les traits tirés par une nuit sans sommeil. Elle n'a pas terminé son travail comme elle l'aurait voulu, mais quelque chose a changé en elle. La colère contre Lionel s'est transformée en une décision plus intime, elle ne peut plus continuer à tout encaisser sans réagir. Cette prise de conscience est discrète, presque invisible, mais elle marque un tournant. Elle n'est plus seulement dépassée, elle est lucide. Dans les bureaux, l'administration se prépare à gérer l'après. Les questions extérieures se multiplient, les inquiétudes grandissent. Ce qui a été montré publiquement ne peut pas être ignoré. Même sans preuve immédiate, le mot projeté sur l'écran a laissé une trace indélébile. La réputation, si soigneusement construite, se fissure. Et avec elle, la certitude que tout peut être contrôlé. L'épisode se referme sur un sentiment d'inachevé. Rien n'est résolu. Anaïs n'est pas encore revenue. Le responsable de la projection reste inconnu. Les tensions sont toujours là, plus sourdes, plus dangereuses peut-être. Mais une chose est sûre, l'institut n'est plus tout à fait le même. Ce qui s'est produit a mis en lumière des failles profondes, humaines autant que structurelles. Et désormais, chacun le sent confusément. Ce n'est pas la crise d'Anaïs qui est inquiétante, mais tout ce qui l'a rendue inévitable. La tempête est peut-être passée pour cette nuit, mais ses effets continueront de se faire sentir longtemps.